Nous allons commencer la matinée sur le thème des territoires cette fois-ci. On a 7 intervenants. Le sujet, c'est facteurs et limites du rôle des territoires. Des intervenants, vous verrez, avec des présentations diversifiées. Certains sur des expériences de territoire et d'autres sur des projets plus précis. Et puis quelques-unes, c'est surtout les femmes d'ailleurs, qui vont avoir des réflexions un peu plus globales et transversales sur énergie et territoire. Et ce sera d'ailleurs mon cas, puisque je vais commencer sans attendre. On m'a bien rappelé qu'il y avait un timing et qu'il ne fallait pas le dépasser. Donc on va essayer de tenir ça le mieux possible. Je vais essayer aussi de me servir de cette chose. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Dans l'autre sens. Voilà, c'est parfait. Et donc, je vais commencer par une présentation sur un type de territoire bien particulier, qui sont les villes, avec quelques mots sur les nouveaux atouts, à mon sens, des villes en matière d'efficacité énergétique. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, ils vont retrouver mon sujet de prédilection, puisque, effectivement, depuis quelques temps, je travaille particulièrement sur ce sujet des villes. L'année dernière, je vous expliquais que j'avais pour mission d'être fédératrice du mieux vivre en ville auprès de Madame Brick. Bon, il n'y a pas longtemps, c'était auprès de Madame Pellerin. Et maintenant, j'espère que ce sera auprès de Monsieur Thévenoud. Mais bon, il n'a pas encore eu le temps, je pense, de découvrir qu'il avait des fédérateurs et des fédératrices. Je vous annonçais à l'époque une initiative qui allait être lancée pour justement fédérer l'offre française, c'est-à-dire les entreprises françaises, en matière d'exportation sur la ville durable. Et je continue mon histoire donc cette année, puisque nous avons lancé cette initiative au mois de septembre dernier, qu'elle a presque 1 an, et qu'on en est à l'épisode 2, donc je suis toujours fédératrice, mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. Nous avons lancé et inventé une marque qui s'appelle Vivapolis, qui a pour objectif, je vous laisse lire la slide pour qu'on n'y passe pas trop de temps, de fédérer justement cette offre française, d'associer les acteurs publics. On a 6 ou 7 ministères, une dizaine d'agences, dont l'ADEME, une centaine d'entreprises aujourd'hui, et on passe notre temps dans des salons, à recevoir des délégations ou à soutenir des projets de terrain pour vendre la ville durable à la française, avec un travail sur ce qu'est la ville durable à la française. Et je vous passe très rapidement les 4 caractéristiques de ce qu'on met derrière cette ville durable à la française, parce que vous allez voir qu'on va les retrouver bien sûr sur le sujet de l'efficacité énergétique. Notre premier objectif, notre premier sujet de caractéristiques, c'est de dire qu'on travaille d'abord sur les conditions de vie de l'homme dans la cité, dans la ville, donc de mettre l'homme au cœur du sujet et au cœur du projet. Ça a l'air évident, mais ça veut dire, à contrario, que c'est pas d'abord une ville verte, c'est pas d'abord une ville intelligente, c'est d'abord une ville qui répond aux besoins des habitants. Deuxièmement, elle est performante, et on va trouver là bien sûr tous nos sujets d'efficacité énergétique. Elle est d'autant plus performante qu'elle est intégrée. C'est le sujet dont je vais vous parler après. Troisième point très important, c'est la gouvernance. Elle a une gouvernance forte, transversale et participative. Je vais aussi y revenir. Et puis, ce n'est pas un modèle. Elle est censée s'adapter aux besoins et aux caractéristiques du territoire, de son histoire, de sa culture, de sa géographie. Là, on prend le contre-pied d'une certaine démarche anglo-saxonne dans laquelle, vous le savez, on a, si vous êtes LEED ou si vous êtes BREEAM, finalement, une liste de facteurs, une liste de critères à remplir, et quand vous l'avez rempli, vous êtes à peu près sûr d'être durable, alors qu'en fait, les critères sont différents selon les territoires. En tout cas, nous en sommes convaincus. Donc, je vous renvoie pour plus de précision sur le site vivapolis.fr ou vivapolis.com, vous y trouverez toutes ces explications. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, dans les caractéristiques de ces villes durables aujourd'hui, le thème de l'efficacité énergétique est important. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, les capacités d'action des villes en matière d'efficacité énergétique sont particulièrement importantes. On le sait depuis longtemps, il y a des axes d'action très classiques
dont on a déjà parlé depuis longtemps et dont je parlais l'année dernière, qui sont, je les passe en revue très rapidement, notamment tout ce qu'on peut faire en matière de bâtiments passifs, de bâtiments à énergie positive. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez tout ça très bien. De mobilité collective, on en reparlera tout à l'heure. De développement des réseaux de chaleur, d'utilisation des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, d'efficacité énergétique à travers la gestion des déchets ou même la gestion de l'eau. Tous ces sujets, on les a battus et rebattus. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est parfait sur ces sujets dans toutes les villes, ni chez nous, ni ailleurs, mais ce sont des terrains bien connus. Et on a déjà là un potentiel énorme d'amélioration de notre efficacité énergétique dans les villes. Et je ne vous rappelle pas non plus qu'aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit dans des villes et qu'on va vers 60 ou 65 ou 70% dans les 20 ou 30 années qui viennent, avec une population elle-même en croissance, donc des développements des villes à travers le monde qui sont absolument gigantesques et qui font un peu peur, je dois le reconnaître. Ce sur quoi je voudrais insister un tout petit peu aujourd'hui, ce sont sur les axes d'action nouveaux. Et ces axes d'action nouveaux, ils relèvent d'une innovation, enfin en tout cas d'un ensemble d'innovations qui portent sur l'intégration des technologies numériques et des technologies de la des télécommunications dans la manière de construire la ville ou dans la manière de faire fonctionner la ville, pas seulement dans la manière de la construire. Là aussi, je vous donne que quelques éclairages pointillés parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais juste pour vous faire vous poser des questions sur ce qu'il y a derrière. Il y a un premier axe, disons, de développement intéressant qui est, à travers ces technologies, d'élargir le potentiel de chacune des fonctions urbaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, grâce à une meilleure connaissance des évolutions météo plus fines et localement bien précises, de pouvoir, a priori, programmer beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui ses besoins en chauffage, ses besoins éventuellement même en éclairage, de manière à diminuer son besoin finalement en consommation énergétique. Vous avez la possibilité d'échanger de l'énergie entre les différents bâtiments. Non seulement votre bâtiment est l'énergie positive, c'est bien, mais si vous avez de l'énergie dont vous ne savez pas quoi faire, ce n'est pas forcément très utile. Là, on a aujourd'hui la possibilité de faire passer de l'énergie d'un bâtiment à l'autre parce qu'on sait quel est celui qui en a en trop et celui qui en a pas assez. Celui qui a des besoins de consommation à court, moyen terme et celui qui n'en a pas. Donc vous voyez qu'on peut, avec les technologies numériques, aller encore un peu plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent sur les fonctions classiques. La même chose pour la mobilité, je n'y insiste pas, mais c'est déjà un premier point de concentration sur le travail qu'il y a à faire. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a notamment la possibilité de ce que j'appelle croiser les fonctions entre elles, c'est-à-dire de faire en sorte que l'énergie du bâtiment soit utilisée pour la mobilité, que celle de la mobilité soit utilisée pour l'éclirage, etc., etc. Et donc de croiser la manière dont on traite l'énergie dans des fonctions et pour répondre à des besoins de la ville différents. Quelques exemples aussi. Le bâtiment qui recharge des voitures électriques, bon, on commence à avoir des petites idées claires là-dessus, mais vous voyez bien que là, vous croisez la fonction bâtiment avec la fonction mobilité. Vous pouvez, un autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui vous permet de voir jusqu'où on peut aller, qui permet par exemple de faire en sorte que dans la manière dont vous allez gérer vos déchets, et vous allez gérer la collecte des déchets, avoir des informations précises sur l'état des poubelles qui doivent être vidées et régler votre circuit de ramassage des déchets en fonction du besoin et pas simplement parce que vous passez là le lundi et là le mardi. Là aussi, vous pouvez faire, et on a des expériences très claires, vous pouvez faire des économies importantes en termes économique, mais aussi bien sûr derrière en termes d'énergie. Limiter les embouteillages et les kilomètres parce que vous avez des informations trafic ou des informations sur les places qui sont disponibles dans les parkings.
Vous avez donc là tout un tas d'échanges d'informations qui, derrière, quelque part, outre le fait que ça vous apporte des services supplémentaires, vont nous permettre, si c'est bien fait, bien sûr, de faire de l'efficacité énergétique. Dernier thème, et je m'arrêterai là, c'est limiter même certains besoins. Limiter certains besoins qui consomment de l'énergie, parce que vous n'avez peut-être pas besoin finalement d'aller à votre bureau tous les jours quand vous passez l'essentiel de votre temps à travailler sur de l'Internet. Et donc, limiter les mouvements pendulaires, c'est vraiment des sujets sur lesquels aujourd'hui il y a des réflexions fortes à avoir. Chez nous, c'est évident, mais quand vous allez dans les grandes métropoles, dans les pays émergents, vous vous apercevez que c'est absolument vital parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec les embouteillages qu'ils ont actuellement. La même chose pour l'alimentation. On a pris l'habitude, nous, d'aller dans des grandes surfaces à l'extérieur des villes. Il n'y a plus forcément de raison de fonctionner sous cette forme-là avec du e-commerce. Juste quelques flashs de cette manière-là pour que vous compreniez ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est-à-dire le potentiel de l'intelligence dans les villes en matière énergétique, pas uniquement en matière énergétique, mais en matière énergétique, et un potentiel qui est tout à fait immense. Bon, je passe bien sûr sur les conséquences que ça peut avoir en matière de gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique, etc. L'objectif de tout ça, c'est quoi finalement? Le résultat de tout ça, c'est d'optimiser l'utilisation des infrastructures, d'en construire peut-être moins, et en tout cas de mieux utiliser celles qui existent. Derrière, vous avez un potentiel économique et vous avez un potentiel d'attractivité des villes, parce qu'à partir du moment où le fonctionnement de la ville est plus économique, elle est aussi plus attractive pour ses habitants et pour les gens qui viennent s'y installer. Donc tout ça a l'air parfait, hein, c'est le bonheur sur Terre bientôt. Bien sûr, c'est pas si simple, c'est même loin d'être simple, parce qu'il y a quelques limites à avoir en tête. Et ces limites, je vais juste vous les énumérer, bien entendu. Des limites techniques. La première, c'est déjà qu'il y a des innovations tous les jours sur tous les sujets. On ne sait pas quelle est la bonne, et donc on est un peu prudent pour savoir vers quoi il faut aller. La deuxième, et je pense toujours technique et très très importante, c'est la sécurité de tous ces systèmes, la sécurité des réseaux, la sécurité des échanges d'informations. Certainement un sujet sur lequel on travaille beaucoup, mais on ne travaille pas forcément suffisamment. Et en tout cas, on n'est pas suffisamment conscient de la fragilité qu'il y a derrière justement ces échanges extrêmement nombreux qui sont potentiellement extrêmement intéressants, mais qui peuvent aussi nous mettre dans des situations de fragilité très fortes. Deuxième type de limites, ce sont des limites juridiques. Des limites finalement en termes de gouvernance. À qui sont ces fameuses données qu'on va s'échanger entre la mobilité, le bâtiment, la gestion des déchets? Bon, tout ça c'est bien gentil, mais à qui sont ces informations? Qui les gère? Est-ce qu'on les met en commun? Est-ce que chacun garde les siennes? Est-ce qu'on fait ça en B2B? Comment protégeons-nous la vie privée, la nôtre, avec tous ces échanges? C'est un vrai sujet, vous le savez. Comment comment gère-t-on ces échanges et finalement l'intégration des fonctions les unes par rapport aux autres dans des systèmes où on a des marchés publics qui ont des règles extrêmement précises et qui ne vont pas dans le sens justement de l'intégration? C'est juste quelques thèmes, mais vous voyez que derrière ces thèmes, il y a énormément de questions qui sont loin d'être résolues. Troisième type de limite, des limites économiques. Quel est le business model de tout ça? Ça revient aussi à savoir à qui sont les informations, est-ce qu'on les vend, est-ce qu'on les donne, est-ce qu'on les partage? Mais c'est un vrai sujet, parce que s'il n'y a pas de business model rentable dans tout ça, ça sera beau être merveilleux, on ne le fera pas. Quatrième type de limites, des limites que j'appelle sociales ou humaines. Comment est-ce que les citoyens s'approprient progressivement ces différentes innovations? Bon, il y en a un certain nombre qui se sont appropriés très facilement, je vous renvoie sur le téléphone portable et tout ce qu'on fait avec. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. On le sait, en matière de domotique, ça fait quand même des années qu'on rame pour essayer de faire avancer un certain nombre de choses. Donc comment est-ce qu'on facilite l'appropriation des technologies? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier que ça répond bien aussi à des besoins des citoyens? Je vous rappelle, la première caractéristique, c'est répondre aux besoins des hommes. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour que l'accès à ces technologies soit facile, à la fois en termes de prix, bien sûr, et en termes de complexité et de compréhension, ouvert à tous, aux jeunes, aux vieux, aux gens très formés, à ceux qui ne le sont pas?
Voilà, tout ça, ce sont des questions qu'on a aujourd'hui sur lesquelles les uns et les autres essayent de travailler, c'est bien évident, mais qui sont loin d'être résolues, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, on a bien certaines villes qui commencent à développer certains types d'intelligence, dans le domaine de la mobilité, beaucoup, tout ce qu'on met derrière l'immobilité, de l'énergie avec tout ce qui se passe sur les smart grids, de la protection des risques et d'utilisation, bien sûr, de ces informations pour la protection des risques, mais on n'a pas encore de lieu où on a intégré toutes ces différentes possibilités. Or, c'est l'objectif, c'est d'intégrer le plus possible des différentes fonctions de la ville grâce à l'échange d'informations, par des innovations technologiques, mais aussi par des innovations d'usage. La conclusion, c'est qu'on a besoin pour tout ça de démonstrateurs et ça fait partie, en tout cas je l'espère, des sujets sur lesquels on va pouvoir commencer à travailler sérieusement dès les mois qui viennent. Et j'espère bien que ce sera un des sujets dont je pourrai venir vous parler l'année prochaine si Myriam m'invite à venir compléter mes présentations sur ce sujet. Puisque nous avons aujourd'hui sur la table cette idée de faire quelques démonstrateurs en France, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels on intégrerait, grâce au numérique, ces différentes fonctions. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, que je suis à peu près dans les délais, je n'ai pas vu trop d'alertes, donc tout va bien. Et je vais donc maintenant passer la parole à nos autres intervenants. En commençant, alors il y en a quelques-uns que je connais, d'autres que je ne connais pas, donc j'espère qu'ils sont tous là. En commençant par Clément Brézeau, qui est le chef du projet Atlantec à La Rochelle. Si j'ai bien compris, c'est un projet urbain, une initiative urbaine bas carbone.